vous allez voir un talk qui s'appelle, ou si vous pouvez lire, si vous n'avez pas trop de reflets, l'éco-conception des services numériques. Est-ce que ça serait juste une histoire de code? Pour me présenter un peu de là où je viens, il y a 5 ans ou 4 ans, j'étais à Sonitech, qui est une grosse conférence tech à Montpellier, et des anciens collègues à moi présentaient des talks sur l'éco-conception. Et je leur disais, j'avais un peu pitié d'eux, je leur disais, mais le numérique c'est virtuel, ça n'a pas d'impact, vous vous embêtez. Et 5 ans plus tard, me voilà ici en train de proposer un talk qui a été bien accepté par le jury de l'Agile Tour, du coup je les remercie bien. Ça va durer 20 minutes, ça va être très rapide, un peu moins de 20 minutes. Du coup je m'appelle Paul Leclerc, je suis indépendant, je fais du dev, voilà, je fais des trucs assez sympas, je fais aussi des ateliers de team building, la fresque du climat, 1 million de participants à travers le monde, et aussi la fresque du numérique qui avait lieu ici. Et aussi l'atelier d'automne, voilà. Ce que j'ai fait dans ma vie, ce que je ne ferai plus, c'est construire des systèmes d'information DSI pour vendre des pubs pour voitures. Également, j'ai aidé les traders à haute fréquence à améliorer leur algorithme et bon, voilà, des meilleurs et des trucs un peu pires. Et aujourd'hui, nous allons voir des rappels ou des découvertes sur l'impact du numérique sur le vivant. Et aussi, en tant que du coup un aspect un peu ingénieur et tech, je vais vous présenter un référentiel parce que c'est bien d'avoir des choses palpables quand on fait de l'audit. Voilà. Et bien sûr, on va avoir un regard critique envers ces référentiels parce que c'est des outils, du coup tous les outils ne sont pas parfaits. Mais en tout cas, moi, ça me permet de clarifier ma vision pour là où je veux amener un produit. Le numérique, c'est seulement 4% en fait, des gaz à effet de serre mondiaux. Ça paraît pas grand-chose. Du coup, ça c'est moi il y a 5 ans qui disais ça, passons à autre chose. En fait, si on réfléchit comme ça, en fait, tous les secteurs sont à peu près à 4%. Du coup, on va tous se renvoyer à balle et on va pas du tout avancer. Néanmoins, en ayant dit ça, ça c'est l'empreinte carbone moyenne des Français. Une moyenne, c'est trompeur. Hein. Il suffit qu'Elon Musk rentre dans la pièce pour que ce soit tous en moyenne milliardaires. Voilà. Du coup, quand même, esprit critique sur cette moyenne-là. Mais en tout cas, l'éléphant dans la pièce, c'est la voiture individuelle thermique et la viande rouge. Là, on va faire juste un petit zoom sur l'électronique et le télécom, qui représente, du coup, j'ai zoomé un peu sur le rectangle. En gros, ça représente 180 de CO2 équivalent par an pour un Français. 180 de CO2, 180 kg de CO2, c'est à peu près... vous le voyez mieux que moi sur l'affiche, c'est à peu près 180 km. Non, c'est 800 km en voiture thermique, en avion ou en moto, à peu près. Du coup, je pense que si dans votre entreprise vous n'avez pas encore des politiques pour les mobilités actives, les transports en commun, je pense que c'est très bien d'attaquer ce sujet-là. Dans certaines entreprises, les commerciaux n'invitent les clients qu'avec des repas végétariens, par exemple. Ça fait un peu un marqueur différenciant et je pense que ça peut être aussi un atout commercial dans vos entreprises. Voilà, réfléchir avant d'attaquer il faut attaquer ce problème sur tous les fronts, mais attaquer le problème de la mobilité et de l'alimentation, c'est bien aussi de ne pas l'oublier. Ça, c'est un super site de l'ADEME, si vous ne le connaissez pas. Bon, il a changé de nom de domaine, du coup, avant il s'appelait... non, j'ai oublié le dernier nom. Il s'appelait monimpacttransport.fr. Maintenant, ils ont fait tout sur impactco2.fr. Et vous allez sur le menu, vous voyez impact alimentation, transport, et aussi usage numérique. Du coup, ça, c'est moi, ça fait un peu ma semaine typique. 13 heures de streaming, 13 heures de visioconférence, mail. J'en envoie 50 mails par semaine. Et du coup, tout ça, tout mon impact sur un an, ça correspond à 30 kg CO2 par an, voilà, comme je l'ai dit. Et ça représente 130 km en voiture ou 4 repas à base de bœuf. Le gros sujet, du coup, de l'impact du numérique, c'est, du coup, je l'ai écrit un peu en haut aussi, c'est 20% l'usage en France et 80% sur la fabrication. Et bien sûr, plus l'appareil est gros, plus le produit a de l'impact. C'est-à-dire les télés 8K, 4K pour regarder la Coupe du Monde de rugby. C'est ça et avec une belle promo, c'est ça qu'il faut ne pas acheter pour limiter votre impact plus que l'usage. Voilà. Et attention, je vais vous réveiller. J'ai un jeu digital à faire. Digital, c'est avec les doigts. Et selon la réponse, vous mettez vos doigts comme ça. Et du coup, la première phrase que j'ai pour vous, est-ce que c'est la phrase avec le plus de sens? C'est notre ministre de la Transition, Agnès Pannier-Runacher, qui a dit ça en mai 2022.
On va envoyer un email un peu rigolo avec une pièce jointe et on va consommer beaucoup d'énergie. Si vous pensez que c'est percutant, vous pouvez lever la main, le doigt comme ça. La 2, c'est vidéo boîte mail, ce sera déjà pas mal. L'ancienne ministre de la Transition Pompili. Et après, on a un chercheur spécialiste de la matérialité numérique qui dit qu'il faut que ça dure plus longtemps, on ne peut pas vivre dans un monde où les smartphones vont durer 2 ou 3 ans. Ouais, désolé, je vous ai influencé là grandement, mais j'aurais pu voter pour le 1. Personne n'a mis 1. Si, yes. Ouais, du coup, ça c'est c'est pas un mensonge, mais c'est une information qui a été périmée. C'est un vieux rapport de l'ADEME qui date de 2010 où on disait que les emails ont beaucoup d'impact sur le numérique. Maintenant, ils ont tous fait machine arrière dessus. Ça n'empêche pas que 10 ans après, 12 ans après, il y a toujours des messages comme ça qui traînent sur les médias. Du coup, c'est bien dommage. Du coup, c'est vraiment l'impact, la fabrication qui est le plus important. Et le gros enjeu, c'est de faire durer les appareils. Et pourquoi, là je vous parle de CO2 équivalent, etc. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, on a un tout petit enjeu. C'est un accord international qui s'appelle l'accord de Paris. C'est limité nettement en dessous de 2 degrés, si possible à 1,2 degrés, 1,5 degrés, pardon, le réchauffement climatique comparé à 1900. Et le but, c'est de viser pour 2100 cette limite de température. À gauche, je suis désolé si vous n'avez jamais vu ce graphique. Moi, c'est un graphique qui m'a mis une grosse claque à la figure à l'époque. C'est le taux de concentration en parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Vous voyez qu'en fait, il fait que monter. Il a baissé seulement 3 fois dans l'histoire moderne. Le confinement mondial de 2020, l'extermination de l'Allemagne et du Japon en 1945, quand les 2 pays les plus forts au monde ont été exterminés, et la crise de 29, où les gens se suicidaient, crise financière pas possible. Voilà. Et ça, si on est sérieux sur l'accord de Paris, il faut faire moins 5% de gaz à effet de serre par an jusqu'à 2050, pendant 27 ans. Voilà. Du coup, quand on parle d'enjeux, en fait, vous comprenez bien que c'est toutes les industries, avions, alimentation, numérique, qui doivent faire leur part. Voilà. Du coup, désolé d'appuyer un peu serrer un peu le vis, mais si on ne comprend pas ces enjeux-là, ben moi, je vais passer à autre chose et plutôt m'amuser à faire des interfaces performantes qui n'ont rien à voir avec les conceptions. Et une autre chose, l'accord de Paris, on parle beaucoup du chiffre de 2 tonnes pour 2050. Moi, j'aime bien rappeler que dans la loi européenne, en 2030, dans 7 ans, il faut viser moins 55% de gaz à effet de serre. Voilà, désolé si vous avez un peu des gouttes de sueur qui viennent à votre front, mais les enjeux sont colossaux. Et en plus, des experts indépendants disent que la France n'a pas encore amorcé sa transition écologique. Voilà, du coup, j'espère que vous êtes bien motivés à attaquer le problème avec les conceptions. Et la température, petit rappel, j'ai parlé de 2 degrés, 1,5 degrés. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce matin, il faisait peut-être 17 degrés, là, il en fait 30. Je fais le calcul dans ma tête, mais 13 degrés d'écart, voilà, ça paraît pas grand-chose quand on parle d'une augmentation de 2 degrés. En fait, il faut faire une analogie comparée au corps humain, avec la fièvre. À 1 degré de fièvre, je vais quand même faire mon talk aujourd'hui, 2 degrés, j'aurais dit désolé, quelqu'un peut me remplacer. À plus 5 degrés, je suis mourant ou déjà mort. C'est un peu ça le réchauffement climatique. Voilà. Et le réchauffement climatique, on va arriver à l'éco-conception, je vous assure, restez attentifs. En fait, c'est lié aux énergies fossiles, c'est pas à cause de l'eau, c'est pas à cause de l'éolien. Et l'énergie fossile, à 80%, notre économie est basée dessus. Le charbon, le pétrole, le gaz. Et là, c'est George Orwell, c'est l'auteur de 1984, il est connu pour ça, mais à la base, c'est un journaliste. Du coup, il a fait une enquête sur les mines anglaises en 1937, et il disait déjà, notre civilisation repose sur le charbon. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, non mais c'est Jean Covici qui parle, non, c'est Orwell en 1937. Ça m'a fait bizarre. Et les machines qui font tourner notre vie dépendent toutes directement ou indirectement du charbon. En fait, mon t-shirt qui est fait en Chine, il dépend aussi du charbon, comme mes baskets. Voilà, du coup, c'est encore la réalité. Et en 2023, on a encore battu un record de consommation de charbon. Donc, c'est vraiment ça qui fait tourner nos économies. On a parlé beaucoup de carbone. Maintenant, c'est plutôt sur la vision... on va quitter ces lunettes-là pour partir sur une autre philosophe, Simone Veil avec un W. Ne pas confondre avec V, c'est celle qui a fait... les lois sur l'avortement en France. Et là encore, en 1934, les hommes se reproduisent dans le fer, l'extraction du pétrole devient sans cesse et automatiquement moins fructueuse et plus coûteuse. Les gisements connus sont destinés à s'épuiser. La tentation de produire plus qu'il n'est nécessaire pour satisfaire les besoins réels, ce qui amène à dépenser des trésors de force humaine de matières premières. Et une phrase qui me fait un peu froid dans le dos, c'est le fer, le charbon, la potasse, tous ces produits sont souillés de sang. Et froid dans le dos, c'est quand, par exemple, si vous aimez la musique, il y a le groupe Placebo qui a tourné un de ses clips dans une décharge électronique au Ghana. Et c'est là où on voit un peu
En fait, ce que c'est que des enfants qui travaillent dans des décharges. Et voilà, c'est pas une enfance, c'est de la pourriture, quoi. Du coup, en appliquant des principes de l'éco-conception, on peut réduire ce genre de phénomène désastreux. On commence à zoomer sur le numérique. Nos smartphones sont des bijoux. Ça, c'est une infographie de l'excellente association 6ext. Du coup, c'est interactif, normalement, on peut cliquer dessus. Et nos smartphones sont des bijoux parce qu'en fait, dedans, il y a de l'or. Il y a aussi de l'argent. Voilà, il y a vous avez des milligrammes d'or dans vos... Je touche mes fesses parce que j'ai mon téléphone dans ma bouche arrière. Vous avez tous des milligrammes d'or dans vos téléphones. Et autant en prendre soin. Voilà, moi, c'est un peu le mindset qui a changé. Avant, je changeais très très souvent de téléphone, tous les 1 an, 2 ans. Et maintenant, je suis pas fier, mais du moins, je fais attention à mon téléphone. Et là, il a 4 ans et demi. Et je vais essayer de le faire durer au moins 7 ans, ou voire 10 ans, je sais pas. Du coup, tous ces trésors, tous ces métaux précieux et stratégiques, il faut les piocher quelque part. C'est là où on quitte la vision carbone et on va voir les ressources abiotiques, c'est-à-dire les métaux, l'eau, etc. Et ça, c'est une vue d'artiste de Dylan Marsh. C'est une mine en Afrique du Sud de cuivre. Et ça, la petite boule que vous voyez, c'est ce qui a créé 4,1 millions de tonnes de cuivre. Et c'est des dégâts considérables dans la terre. En général, on pioche dans 1 tonne de terre pour produire 10 grammes, 5 grammes de cuivre. Voilà, vous voyez un peu les artifices qu'il y a dessous. Une fois qu'on a extrait la pierre, il faut la réduire en farine. Voilà, et ça ne tourne pas à l'eau ou au vent, c'est du bon pétrole comme il faut. J'ai passé très vite. En plus, là-dessus, on a un stock limité en fait, sur Terre. La Terre, elle ne grandit pas. Le pic de cuivre, pour certains, bon, c'est pas la Bible, mais il parle de 2035, un métaux stratégique pour la transition énergétique. Le pic de pétrole conventionnel, c'est-à-dire les pétroles facilement exploitables, il a été passé en 2008. Le pic de gaz, il est prévu pour 2030. Et je vous recommande chaudement de regarder cette... là, la source, c'est Rystad Energy, The Shift Project, qui est le think tank de Jean Covici, il le présente aux militaires. Voilà, si les militaires écoutent ça et se préparent à une pénurie d'énergie fossile, je pense que c'est quand même assez sérieux. Ok, on enchaîne. Du coup, une fois qu'on a un peu ce constat, ça c'est une phrase d'Albert Einstein que vous connaissez peut-être, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par tous ceux qui laissent faire. Du coup, est-ce que vous êtes chaud pour trouver des solutions et des infographies qui vous mettent à l'action? Ok, l'éco-conception, c'est une démarche pour réduire les impacts sur le vivant, eau, énergie, gaz à effet de serre, du coup c'est assez global. Là, je vais vous rapidement le graphique intéressant, même si le sud-gauche aussi est intéressant, c'est la distribution entre les pôles. On voit en fait que c'est les terminaux utilisateurs qui prennent le plus d'équipements utilisateurs qui sont qui prennent le plus d'impact. En fait, tout simplement, il y en a 34 milliards, alors que les réseaux, les serveurs, c'est plus des trucs de pro. Du coup, c'est plutôt l'ordre de grandeur du million. Voilà, du coup, on a encore cet effet on pointe du doigt souvent les data centers, mais en fait, le plus gros du problème, ça vient des terminaux. L'éco-conception, ça c'est un peu le sous-titre de ma conférence, c'est pas uniquement une recherche d'optimisation ni d'efficience, c'est plus une réflexion globale sur l'énergie, la technologie. Et bon, selon moi et selon plusieurs personnes auxquelles je m'inspire beaucoup, il faut réduire la consommation de ressources informatiques, c'est tout ce qui est serveur coût, on va le voir un tout petit peu plus tard. Il faut réduire la contribution à l'obsolescence, c'est-à-dire on déploie des choses qui ne marchent plus sur les anciens équipements. Et également, ce qui peut être un peu surprenant, c'est mettre l'humain au centre. Ça, du coup, si on me donne 3 mots pour définir l'éco-conception, je mets mettre l'humain au centre. Ça paraît c'est vague, mais je trouve que le message est clé est là. Les usages numériques en tant que développeur, je vois le coût, c'est-à-dire qu'on stocke au cas où des données, des terras de données sur nos data lakes parce que c'est facile en fait et on s'en fiche un peu. Alors que c'est très facile de mettre un time to live, une durée sur les données. Les CPU RAM des serveurs qui restent à 0% pendant des mois et des années. Je pense qu'on l'a tous vu un peu, ou les serveurs qu'on déploie pour faire un test et après on l'oublie. Ça, on l'a vu un peu aussi. Voilà. Du coup, l'éco-conception, pour moi, c'est choisir la simplicité, des interfaces sobres, mais qui restent performantes à la fois. Et surtout, éviter le gâchis humain. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur les fonctionnalités primaires. Ça, c'est une source de l'INRIA. C'est entre 50 et 80% des fonctionnalités de nos logiciels ne sont jamais utilisées. Ça veut dire, en fait, la semaine de 4 jours qu'on a vue ce matin, mais en fait, on pourrait passer une semaine de 2 jours parce qu'en fait, on fait des trucs qui servent vraiment à rien. Voilà, c'est un truc à parler à vos managers en entrant de l'Agile Tour. L'obésiciel, voilà, c'est encore une fois, j'ai rappuyé sur des données. Windows 10, 170 fois plus de RAM que Windows 98, pour à peu près les mêmes fonctionnements, voire plus lents.
Du coup, c'est toute une réflexion sur pourquoi on a des ordi de plus en plus puissants pour faire absolument la même chose depuis des années et des années. Si vous voulez faire de l'argent en tant que fabricant, là j'ai listé pas mal de méthodes pour le faire. Limiter la rétrocomptabilité, mettre à fond des promotions Black Friday, et mettre des applications toujours de plus en plus gourmandes en CPU et en RAM, sans jamais faire d'optimisation. Voilà. Et là, quand je dis ça, c'est que moi, je l'ai fait dans ma carrière beaucoup. J'ai codé ces applications, le CPU montait à chaque déploiement, et je m'en fichais un peu. Voilà, du coup, c'est une autocritique aussi que je fais. Du coup, sur mettre l'humain au centre, du coup, comment on fait ça? C'est on s'attaque à l'accessibilité en fait, des données. Et du coup, un truc qui me... on pourrait dire, ok, Paul, spécialiste de l'éco-conception, ou du moins tenté par l'éco-conception, tu me réponds que je vais d'abord voir un UX ou un UI designer avant de te voir toi, alors que je pourrais vendre des jours pour lui. Ben, ouais, totalement. Et d'ailleurs, je conseille ce référentiel, qui est le référentiel d'accessibilité de la direction interministérielle du numérique. Là, j'ai mis le lien dessus. C'est tout ce qui est pour les handicaps visuels, etc. Super important. Sur l'éco-conception aussi, un truc qui m'a un peu surpris et qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est les enjeux santé, c'est-à-dire santé mentale, surcharge cognitive, tout ce qui est sur l'économie de l'attention. Il y a un chercheur, un sociologue qui s'appelle Antonio Casilli, Adaptant les robots, qui a fait une étude sur les travailleurs du clic. En fait, tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Il y a beaucoup de travailleurs du clic qui sont dans des fermes à clics, qui font des filtres d'images affreuses pour pas qu'on aille les voir. Bref, très intéressant comme étude. Du coup, tous ces petits trucs-là, en fait, je vous présente petit à petit le référentiel d'éco-conception de la DINUM, de la Direction interministérielle du numérique, où ils disent évitez pas d'autoplay, réflexion sur les notifications, parce que des fois on est tenté de tout notifier pour tout et n'importe quoi. Limiter les services tiers, ça aussi j'ai installé les plugins pour faire cool alors qu'on n'a vraiment pas besoin. Un contrôle, ou du moins un meilleur contrôle des algorithmes de recommandation, parce qu'il y a des chambres d'écho, il y a des effets bruits, il y a une polarisation de la société, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en ce moment, qui est un peu particulière et à surveiller. Et aussi il y a les scrolls infinis à éviter. Là, désolé pour frimer, j'ai mis une phrase d'Annie Ernaux dans son livre des années, elle dit sur les scrolls infinis, elle parle d'une trouvaille lancée à l'infini de ce qu'on ne cherchait pas. Voilà, elle écrit beaucoup mieux que moi, elle parle beaucoup mieux que moi. Un outil pour mesurer, Scaphandre, ça marche super bien. On installe ça sur vos serveurs, comme ça vous voyez un peu la consommation de vos serveurs en watts par mètre carré, du coup en water, pardon, et en CO2, du coup si on fait l'équivalent selon la localisation des serveurs. Du coup, être efficace, vous l'avez compris, ça ne suffit pas, on met l'humain au centre, sinon c'est de l'optimisation, voilà, c'est la grosse différence à avoir. Une phrase d'Aurélien Barraud qui dit inventer le but de l'éco-conception, ou du moins de ce qu'on doit faire maintenant en tant que société, c'est inventer un autre rapport au vivant, plutôt que de diminuer légèrement les émissions de CO2 de nos portables. Voilà, du coup, moi, si on me dit... je vais vous poser une question, je ne dis pas. Et aussi, il y a des chercheurs qui disent que maintenant, il faut aller vers la sobriété, sinon ajouter à l'efficacité, bien sûr, mais la sobriété est à avoir dans nos têtes et dans nos sociétés à tous les niveaux. Refuser pour réduire également, c'est-à-dire des fois est-ce qu'on a vraiment besoin d'une solution? Là j'aurais pu mettre un WooClap pour faire participer le public, en fait le jeu digital avec les doigts ça marchait aussi efficacement. Voilà, c'est un exemple un peu bateau. Je vais citer Ivan Illich qui dit quand on conçoit quelque chose, il faut que l'outil soit simple, pauvre, transparent, parce que c'est un humble serviteur. L'outil élaboré, complexe, secret est un maître arrogant. Voilà, c'est encore une fois un truc que j'ai en tête quand je conçois des systèmes d'information, c'est très généraliste et moi ça guide un peu ma vision. Et aussi pour les PO, les product managers, prévoir dans les sprints du temps lié à l'éco-conception, c'est-à-dire on va se questionner sur les derniers déploiements et quels ont été l'impact sur ces domaines-là. Du coup, ma question c'est est-ce on peut éco-concevoir une plateforme pétrolière? Oui ou non? J'influence. Du coup, ça crée un peu de débat, il y a un peu 50-50, j'ai l'impression. Du coup, moi, je ne vais pas me prononcer, mais je vais suivre un référentiel qui arrive juste après cette slide. Du coup, le référentiel, il dit non, on ne peut pas les concevoir, mais je vais vous montrer pourquoi il dit ça. Du coup, ça, c'est le secrétaire d'État de l'ONU qui dit « Don't work », bon, je vous le traduis en français, « Ne travaillez pas pour les fracasseurs du climat, utilisez votre talent pour un futur souhaitable ». Du coup, c'est assez fort. Et là, je vous ai mis un petit screenshot
Si vous allez sur l'Institut numérique responsable, qui donne des excellents cours et des ressources, en fait, il est sponsorisé par la Société Générale, le Crédit Agricole, qui investissent à plus de 90% des énergies fossiles, et aussi Air France, qui fait pas trop, Airbus, pardon, qui fait pas des trains. Du coup, c'est toute une question que j'ai en tête, faire de l'éco-conception pour ce genre de phénomène, de boîte. Moi, j'applaudis, mais par contre, le cœur de métier ne changera pas, et c'est là où il faut s'attaquer à ça, hein. Sinon on n'aura pas du tout les ordres de grandeur en jeu pour respecter l'accord de Paris ou la pénurie de ressources. Du coup, le fameux référentiel de l'éco-conception, il est là. Moi, je vous invite vraiment à aller le voir. Il y a 8 thèmes, 8 thématiques, stratégie, spécification, architecture, UX. Il y en a vraiment pour tous les goûts. 80 critères à peu près, et vous dites oui, non. Et comme ça, vous avez votre propre audit d'éco-conception, et c'est une très bonne porte d'entrée pour attaquer ces sujets. Et du coup, juste pour conclure, le point 1 sur 1 du référentiel, du coup, le point d'entrée, c'est stratégie. Est-ce que votre service numérique prend en compte les impacts environnementaux et est-ce qu'il répond aux objectifs de développement durable de l'ONU? Du coup, là, on coche non. Du coup, ça veut dire que la plateforme pétrolière ne peut pas être éco-conçue, mais plutôt optimisée. Voilà, c'est la subtilité, optimisation et éco-concevoir. Le temps est passé. Du coup, je vais finir juste sur cette slide. Après, je promets, c'est fini. Du coup, je fais les deux phrases parce qu'elles m'ont vraiment touché les deux. Corentin Leroux, c'est quelqu'un qui gère les shifters en Courcillon, spécialiste de l'agriculture. Du coup, il dit les outils numériques ne sont pas la solution pour faire sortir l'agriculture d'un modèle à bout de souffle. Ce sont bien des questions politiques et un débat de société dont nous avons besoin. Et Jean Covici, dans un de ses cours des mines, de l'école des mines, il dit compter juste sur les ingénieurs en ne réglementant pas les usages est quelque chose qui ne marche pas. Voilà, du coup, il ne faut pas pointer du doigt les développeurs, on ne vous sauvera pas. C'est vraiment une réflexion globale à avoir au sein de votre entreprise pour respecter les limites planétaires. Merci beaucoup, désolé d'avoir dépassé un peu le temps.